Alors, bon midi à tous. Bienvenue à ce live du club en compagnie de PMML. Suite à une annonce de la SCHL le 28 mai dernier concernant, le fond, les nouvelles règles de refinancement. En matière de refinancement, on est très heureux d'être avec vous ce lundi midi pour en discuter. Et on a nos deux amis de PMML, Christian Pomerleau. Salut Christian. Ton son? Ça marche-tu le son? Excellent, le son est bon. Salut Christian, ça va bien? Ah, excuse-moi, je pensais que tu me parles à moi. Ça va extrêmement bien. Excellent. En fait, beaucoup d'appels, il y a beaucoup de mouvements ces temps-ci, fait que c'est excitant. C'est un moment historique. Excellent. On a hâte de s'entretenir avec toi pour connaître qu'est-ce qu'il y en est de ces nouvelles règles-là. Et on a aussi Jean-Philippe Paradis de PMML. Salut Jean-Philippe. Mon Dieu, on a des petits problèmes techniques. Jean-Philippe, tu nous entends bien? Je t'entends très bien. OK, good. Bon, ça va bien? Tout va bien? C'est des temps un petit peu spectaculaires. Comment qu'on se sent? Ben des appels? Ben des appels depuis vendredi matin. L'annonce a été faite officiellement jeudi soir, jeudi en fin de journée. Donc, jeudi, des rencontres internes. Vendredi, rencontres internes, des clients qui m'appellent. Donc, on essaye d'ajuster le tir le plus possible avec les informations qu'on a présentement. Excellent. Donc, salut Jean-Philippe Claude. Bonjour à tous. Très content de faire partie de cet événement historique. Peut-être pas historique dans le bon sens, mais quand même un événement historique. Content de pouvoir essayer de regarder les solutions puis d'essayer de renseigner tout le monde à travers cette entrevue. Excellent. Donc, peut-être, Jean-Philippe, prendre le lead sur les questions et l'introduction avec nos deux invités. Oui, donc c'est sûr qu'on a vu passer, l'équipe de PMML là, a fait une vidéo très instructif là, samedi sur le dossier. C'est sûr qu'on va recouper un peu une certaine information là, reliée à tout ça. On semble avoir un petit feedback de son. Ouais. Je sais pas si vous pouvez peut-être baisser vos sons. Peut-être Jean-Philippe, je sais que tu es sur ton téléphone. Peut-être juste peut-être un peu baisser le son. On va essayer de voir si on peut régler ça. Voilà, vive les technologies. Donc, c'est ça. Donc, vous avez fait un live très instructif, l'équipe de PMML. C'est sûr qu'on va recouper l'information, mais je pense qu'on doit partir par la base de savoir c'est quoi la nouvelle, parce que c'est relativement frais. On a eu à peine le week-end pour le digérer. Là, c'est tombé jeudi, là, je pense, ou vendredi. Donc, peut-être nous réexpliquer, Christian, là, en quoi ces mesures-là nous impactent, là, puis c'est quoi les nouvelles mesures pour la SCHL? Oui, absolument. En fait, je sais qu'il y a certaines personnes encore, il y en a qui vont être surpris, vont dire comment ça, ils sont pas au courant, mais il y a quand même, c'est arrivé très, très vite. Il y a des gens qui sont pas encore à l'affût de cette information-là, mais là, ça s'en vient, ça va être élargi bientôt. D'entrée de jeu, je veux dire quelque chose, c'est que la directive en ce moment, elle a été émise, je vais en parler dans quelques secondes, et il y a encore beaucoup de zones grises. Alors, on n'a pas réponse à tout au moment où on se parle, mais je pense que c'est important pour vous autres, là, le club immobilier, puis des ensembles comme nous autres aussi, comme un gros joueur dans le marché du commercial, du multilogement, d'apporter la directive, puis ensuite, on va vivre ces modifications dans les prochains jours, prochaines semaines. Ceci étant dit, ce que c'est en réalité, c'est que la SCHL a décidé de mettre un contrôle plus fort sur les retraits d'équité parce qu'on sait que le refinancement, à cause de la pandémie, bien, les refinancements ont eu une accélération majeure. Là. Les bureaux de la SCHL et aussi de plusieurs prêteurs se sont empilés avec des demandes de refinancement, avec raison, parce que les taux sont tellement bas que ça valait la peine pour les investisseurs de penser à refinancer. Mais la SCHL a commencé à voir ça d'un œil où est-ce qu'ils ont décidé de mettre un contrôle puis dire, attends une minute, on va permettre les refinancements, mais on doit avoir des refinancements avec des justifications et des utilisations qui vont s'en aller vers l'immobilier et pas vers l'enrichissement des propriétaires et l'enrichissement des investisseurs. Donc, c'est cette limitation-là qu'ils sont venus mettre dans une directive, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, ben, il faut justifier
tous les retraits d'équité, la raison du retrait d'équité, puis pas juste le justifier en disant on veut faire ça, mais apporter des pièces justificatives. Fait qu'on peut rentrer dans le détail, là, mais grosso modo, c'est un peu l'essence de la directive. Et cette directive-là a pris effet dès le 28 mai. Donc, officiellement, depuis le 28 mai, tous les nouveaux dossiers et ainsi que tous les dossiers qui n'avaient pas encore été attribués à un souscripteur SCHL rentrent dans cette nouvelle directive-là. Donc, il faut travailler fort pour justifier pourquoi on retirait les fonds. Intéressant, Christian. Et de quel côté la SCHL a essayé de se protéger de quoi avec ça? Parce qu'on avait différentes discussions là, avec les différents acteurs du marché. Évidemment, ça a créé beaucoup de discussions. Et la SCHL voulait se protéger de quoi? Peut-être, Jean-Philippe, tu pourrais peut-être bonifier. On a-tu peur de l'inflation? Est-ce qu'on a peur est-ce que la SCHL a peur qu'il y ait une chute du marché, qu'on ait des reprises? Pourquoi qu'on a fait cette protection-là? Je comprends qu'on a limité les fonds, mais c'est quoi la raison derrière ça qui a fait... Avant de répondre, Jean-Philippe, peut-être juste être sûr, je n'ai pas entendu, Christian, la réponse, donc je ne vous entends pas quand vous parlez. Peut-être juste problème technique, là, mais je n'ai pas entendu du tout votre conversation depuis le début. OK, donc, pas de problème. Donc, Christian va... ce que Christian a dit. Est-ce que tu peux juste voir la technique, voir pour que je vous entende? Parfait, je vais essayer de vérifier ça avec Jean-Philippe. Donc, c'était juste, Christian, il a fait le tour de la question, donc tout simplement le tour des principes de la SCHL. Et là, je vais juste essayer d'aller bonifier, de dire c'est quoi la raison derrière cette protection-là de la SCHL. Donc, est-ce que c'est, encore une fois, est-ce qu'ils ont peur de l'inflation? Est-ce qu'ils ont peur d'un marché qui pourrait chuter puis de devoir assurer plusieurs prêts qui sont en défaut, là? Je sais, c'est quoi le thinking derrière? On a-tu plus d'infos qui fait que ça bloque ce refinancement-là? Jean-Philippe? On semble avoir des petits problèmes avec Jean-Philippe. Christian, en attendant que Jean-Philippe revienne, Christian, Okay. La joie des lives, c'est magnifique. Pauvre Jean-Philippe. Alors, écoute, je pense que ce que tu as énuméré, Jean-Philippe, toi, là, Jean-Philippe Claude, ce que tu as énuméré, c'est un peu de tout ça. Mais principalement, c'est sûr que la SCHL voyait des gros retraits d'équité, puis pas nécessairement d'utilisation directe après. Ce qui veut dire, tu sais, puis il y a une logique derrière ça. Les taux sont bas, les gens ont dit, bon, on va aller refinancer, puis se mettre liquide ou se mettre cash. Comme ça, ben, s'il y a des deals dans le marché, on va pouvoir rentrer rapidement dedans. Fait que la logique est très, très brillante. Mais en même temps, je pense aussi que d'être assis sur un bon gros montant d'argent, peut-être aussi qui ont vu que, bon, peut-être certaines personnes allaient faire des utilités hautes, là. Tu sais, on fait souvent des farces ces temps-ci en disant, ben, s'acheter le gros bateau ou aller s'acheter le chalet puis s'acheter un paquet d'affaires. Alors, c'est un peu ça qu'ils veulent éviter. Puis en même temps, ben aussi, ben si le marché devient très liquide, puis les gens décident de commencer à changer d'outils financiers, puis s'en aller plus vers la bourse ou plus vers autre chose, ben on se trouve à faire un déplacement. Tu sais, dans ces décisions-là, il faut comprendre que nous, on voit notre dossier. Puis, tu sais, l'investisseur, il voit son propre dossier ou ses deux dossiers. Moi, comme courtier immobilier, je vois mes 25-30 dossiers. Mais eux autres, d'une façon macroéconomique, c'est des milliers, c'est des millions de dollars qui sont transigés constamment, qui bougent. Fait que si ça sort de l'immobilier puis c'est utilisé pour autre chose, ben ça vient pas augmenter la qualité de nos dossiers. Puis effectivement, ben oui, éventuellement, ça pourrait créer une déstabilisation au niveau une instabilité au niveau de la balance acheteur-vendeur. Puis, fait que je pense que tu avais une partie de la réponse, mais ces grandes décisions-là, peu importe lesquelles, de la SCHL ou de la politique monétaire du Canada, tout ça, a toujours un effet à peu près 12, 18 mois, 24 mois après que les décisions sont prises. Fait que je pense qu'on va voir des modifications beaucoup plus tôt que ça, mais je pense qu'on va voir des ajustements pareils à cette directive-là. Là. Merci, Christian. Jean-Philippe, tu es de retour. Est-ce que tu nous entends bien maintenant? Jean-Philippe, est-ce que tu nous entends bien, s'il vous plaît?
Colin Devin. Pauvre Jean-Philippe. OK, malheureusement, je vais couper son flux vidéo, là. Donc, Jean-Philippe, tu nous reviendras quand tu pourras. Question politique monétaire. On sait qu'on est dans une boule de cristal. Christian, puis là, je vois les questions qui déferlent. Là, ça commence à poser beaucoup de questions. On pourrait y revenir. Christian, c'est une politique du gouvernement, du ministre des Finances. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité que les banques, de façon conventionnelle, emboîtent le pas à la SCHL et demandent les mêmes choses que la SCHL au niveau des refinancements? Ben là, tu demandes, est-ce que c'est une possibilité? Moi, je dois répondre avec un côté cartésien, fait que ça veut dire que oui, ça rentre dans le monde des possibilités. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. Pour l'instant, je sais que déjà certaines banques, depuis le COVID, font déjà attention au retrait d'équité, même en conventionnel. Certaines banques, je ne veux pas les nommer, mais en tout cas, j'en connais au moins une qui ne fait même pas de retrait d'équité tout court, là, sans qu'il y ait une très, très bonne justification. Ils vont possiblement le faire pour leurs très bons clients à eux qui connaissent puis dont ils connaissent le portfolio. Mais est-ce qu'ils vont emboîter le pas? Alors, au moment où on se parle, je pourrais pas te répondre. Peut-être même que la directive de la SCHL va venir tellement changer la donne qu'ils n'auront peut-être pas besoin de le faire. Mais d'une façon générale, de toute façon, depuis le COVID, on s'entend que les règles que les banquiers utilisent maintenant ont de loin été rigidifiées, là. On nous demande beaucoup plus de détails, beaucoup plus de documentation, beaucoup plus de support. Donc, nous autres, en tant que courtiers hypothécaires, on a un travail on était important avant, mais là, on l'est encore plus parce que juste le montage du dossier prend beaucoup plus de temps, les justifications, le va-et-vient que le client ne voit même pas là, entre nous puis l'institution financière. Ça a peut-être doublé là, quasiment en termes de travail, là. Incroyable. Et là, je vais réessayer une dernière fois. Jean-Philippe, tu nous entends-tu? Ouais, attends, c'est moi là. Est-ce que tu nous entends bien? Très, très bien, je vous entends très bien. Good. On est content de t'avoir parmi nous. All right. Fait que là, je vais pouvoir te lancer la première question. Écoute, on a fait le tour de la situation actuelle. Écoute, il y a un tollé de questions, évidemment, qui s'enflamment. Une super belle audience. On est près de 360 sur le live en ce moment. Donc, il y avait Valérie qui pose une question, je pense, qui est assez simple pour tout le monde. Donc, va-t-il avoir une promesse d'achat? Je sais qu'on peut recouper un peu ce que vous avez fait, les gars, samedi. Mais je pense que c'est quand même bon de reclarifier parce que c'est quand même assez important, là. On faisait la blague que c'est un peu le 11 septembre de l'immobilier en ce moment. Donc, il y a beaucoup de questions, beaucoup qui viennent. Donc, va-t-il falloir avoir une promesse d'achat d'un immeuble accepté ou justifier le refinancement? Puis à quel stade, je vais pousser la question, Jean-Philippe, mais à quel stade? Puis qu'est-ce qui arrive si la promesse d'achat tombe? Parce que ça arrive, une promesse d'achat qui tombe. Donc, on utilise ça pour une équité. Qu'est-ce qu'on va mettre comme délai? En tout cas, bref, tu vois le tambour, fait que je te laisse y aller à te débrouiller avec cette question-là. Ça va me faire plaisir de répondre à Valérie. Je ne veux pas contredire ce que Christian a dit tantôt. Je n'ai pas entendu, fait que j'espère que ça va juste être dans le même sens que Christian. En fait, à l'interne, là, on fait des meetings le matin, des meetings le soir chez PMML, tous les courtiers ensemble, pour avoir l'information le plus juste possible. Puis, c'est un petit peu drôle. Il y a des souscripteurs SCHL qui ont demandé de voir la promesse d'achat. Puis, il y en a d'autres qui ont juste demandé à quoi vont servir les fonds sans demander physiquement la promesse d'achat. Donc là, c'est un peu une zone grise. Là, la SCHL ne semble pas au courant de ses normes, de ses propres normes pour l'instant. Donc là, on va naviguer avec ça pour l'instant. On envoie les dossiers. On va dire à quoi vont servir les fonds. Et de ce qu'on comprend, c'est que la SCHL va mettre la responsabilité sur la banque de s'assurer que les fonds ont été servis pour la bonne destination. Donc, c'est l'information qu'on a pour l'instant. Excellent, merci. Et je vais y aller avec une question de Tristan. Yvan, je pense que tu peux y aller. Justement, Jean-Philippe, les institutions vont contrôler où vont les fonds. Tristan demandait si c'est pour faire des travaux, est-ce qu'ils vont être plus flexibles et sous question, qu'est-ce qui va être permis dans le fond par la SCHL pour que les fonds soient, que le refinancement soit possible? Donc, les travaux soient faits dans le futur, donc les travaux qui ont été faits dans le passé, qui auraient été mis, par exemple, sur des marges de crédit. On veut refinancer SCHL pour venir rembourser
cette marge de crédit-là, ça ne sera plus permis selon les instructions qu'on a. C'est des travaux qui doivent être faits dans le futur avec des soumissions, avec des documents pour justifier les dits travaux. Et encore une fois, la responsabilité sera mise sur la banque de vérifier. Est-ce que la banque va demander des photos? Est-ce que la banque va dépêcher quelqu'un sur les lieux? Ça, c'est encore nébuleux pour l'instant. Mais effectivement, le refinancement doit servir à des travaux qui vont avoir lieu dans le futur et non pas dans le passé. Et peut-être une sous-question pour vous informer à la SCHL. Est-ce qu'on pourrait, dès le départ, lors de l'acquisition, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de contrainte par rapport à l'acquisition, fait que acheter SCHL et déjà démontrer à la SCHL qu'on s'en va faire un projet avec des rénaux, et là, d'enregistrer un petit peu plus élevé, dans le fond, le certificat d'assurance pour pouvoir récupérer par la suite, sachant déjà d'avance, c'est ça qu'on veut faire comme projet, là. Ben, le prêt Renault est possible avec la SCHL. Donc, ce serait possible de le faire. La difficulté que je peux voir, c'est qu'il y a beaucoup de banques, comme vous savez, qui titrisent leurs fonds. Donc, sans que vous le sachiez, hein, les gens qui nous regardent ont des hypothèques sans le savoir pour avoir des fonds qui sont titrisés. Un fonds titrisé, on doit débourser le jour 1 chez le notaire tous les fonds. Donc là, je vois mal une retenue qui serait chez le notaire en attendant que les travaux se font plutôt. Donc là, c'est à voir la mécanique, comment ça va s'opérer. Est-ce que l'argent va être déboursé le jour 1 chez le notaire avec une promesse de faire les 10 travaux dans les 6 mois, les 12 mois qui suivent, selon l'ampleur des travaux, à voir comment les banques ou les institutions financières vont gérer ça. Mais la SCHL semble vouloir mettre la responsabilité sur les prêteurs de gérer cette situation-là. OK, merci. Donc, Tristan, espérant que ça répond à ta question. Évidemment, ils n'ont pas toutes les réponses parce que même la SCHL n'a pas toutes les réponses. Je pourrais ajouter un petit peu là-dessus, Yvan. En fait, Jean-Philippe, mon collègue, a répondu beaucoup sur la titrisation par rapport aux prêteurs qui titrisent, mais il y a toujours des prêteurs qui ne titriseront pas les fonds, qui vont utiliser des fonds standards là, qui sont dans les livres de la banque. Et pour répondre à la même question, en fait, c'est quelque chose qui est très, très plausible, justement. C'est ce que la SCHL nous recommande de faire, c'est de présenter le dossier comme étant une acquisition avec un programme, un plan de rénovation. Et puis, ils vont calculer aussi d'avance. Ça, il faut savoir qu'on va pouvoir calculer au niveau de la valeur post-optimisation ou post-rénovation, à quoi vont ressembler les revenus, à quoi vont ressembler les dépenses pour aller trouver une nouvelle valeur économique. Puis si ça tient la route avec les ratios puis la normalisation de la SCHL, ben, ils vont être prêts d'intégrer toutes ces rénovations-là dans le prêt. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que on ne pourra pas, à ce refinancement-là, aller chercher au-delà de le coût de l'immeuble plus les rénovations. Fait qu'il n'y aura pas de sortie d'équité supplémentaire. Mais on va pouvoir se repayer les rénovations. Puis c'est le modèle qu'ils veulent qu'on utilise le plus. Mais là, il va falloir qu'ils rentrent dans les ratios. Fait que le défi va être quel type d'optimisation les gens vont faire. Est-ce que c'est une optimisation qui va augmenter les revenus, qui va faire en sorte qu'on a une meilleure valeur économique, ou si c'est une optimisation d'éléments dans l'immeuble qui ne donnent pas de revenus supplémentaires? C'est ceux-là qui vont être un petit peu plus touchés, qui vont être un peu plus durs à aller financer parce qu'ils ne donnent pas de revenus supplémentaires. Fait qu'il faut juste s'assurer que le refinancement va au moins couvrir la nouvelle valeur de l'immeuble. Et Christian, tu parlais de coûts de rénovation. On entendait 85% des coûts de rénovation, d'optimisation. Est-ce qu'on parle de 100% ou 85%? Ben moi, à date, ce que je vois, c'est 85% des coûts de rénovation. Fait que ça va tout être placé comme étant un projet, pratiquement comme si c'était un projet de construction en réalité, dans un sens, mais financé à 85%. Il y a une bonne question ici de Tony. Est-ce que la SCHL permettra le refinancement pour un deuxième rang sur le même immeuble? Christian, donc par exemple, on a un premier rang, un deuxième rang. Est-ce que ça va permettre de rembourser le deuxième rang, le prêteur privé? Je sais que tu n'as pas nécessairement la réponse. Puis en passant, merci messieurs. Je sais qu'on est vraiment tôt dans le processus. Je sais qu'on n'a pas toutes les réponses. On vous bombarde, mais on essaie d'avoir le plus d'informations possible. Donc, prêteur privé, deuxième rang, est-ce qu'on peut refinancer puis aller éclairer ce deuxième rang-là avec la SCHL ou non, Christian? À l'heure actuelle, de ce que j'ai compris, ça va être possible.
pour le deuxième rang. Pour ce que tu viens, parce que c'est un prêteur standard, il est juste en deuxième rang. Même chose pour le prêteur privé, mais là, je mets un petit nuage gris au-dessus du prêteur privé parce que on m'a pas répondu. On a eu beaucoup de conversations, nous autres. Ça semble être encore un petit peu gris pour l'histoire du prêteur privé, mais on m'a donné un oui pas mal approximatif, là. Donc, je pense que le prêteur privé va pouvoir être remboursé. Mais les prochains jours, les prochaines semaines, tu sais, moi, je pense, Jean-Philippe Claude, je pense que dans une semaine ou deux, on pourrait quasiment avoir une émission, puis on va avoir maintenant des nouvelles perspectives sur comment la SCHL va travailler des dossiers particuliers, parce que là, on va avoir eu des inputs. Nous autres, de notre côté, je pense qu'on est 13 ou 14 courtiers hypothécaires maintenant dans l'équipe de PMML avec les associés, tout ça. Fait qu'on va en avoir beaucoup des cas, on va avoir un nouveau résultat, fait qu'un nouveau son de cloche. Mais pour l'instant, il semble qu'on va être capable de le faire, de rembourser ces deuxièmes rangs-là. Puis au moment où on se parle, ils n'ont pas non plus, la directive n'a pas rien sorti sur les deuxièmes hypothèques. Je pense qu'ils vont continuer à les calculer de la même façon qu'ils le faisaient avant, là. Et qu'est-ce que vous faites la semaine prochaine, messieurs? On vous invite déjà pour un suivi. Ouais. On se reparlera vendredi pour voir s'il y a eu bien des changements, mais mettons d'ici une semaine ou deux, là. On va faire ça de façon très... tu sais, on parle beaucoup à Montréal d'optimisation, puis c'est sûr que ça vient un peu dérégler un peu le marché, puis l'utilisation de partenaires, en fait, là, quand on parlait de partenaires, donc on achetait, on refinançait, on remboursait les partenaires, donc ça, c'est quelque chose qui est plus possible, du moins que la SCHL. Je voyais des gens qui disaient c'est pas l'enfer, on a le conventionnel, effectivement, mais disons qu'une rentabilité de projet est affectée. Yvan? Oui, on voit qu'il y a une question du public. Sylvain Dionne demande est-ce que cette directive s'applique à tous les types d'immeubles ou seulement les multilogements? Jean-Philippe? Ben, ça s'applique au multilogement. Donc, c'est une procédure qui n'est pas applicable pour les maisons, les duplex, triplex ou quadruplex. Le programme SCHL commercial débute à 5 logements et plus. Donc, il s'applique pour les 5 logements et plus et non pas pour des maisons privées ou des duplex, par exemple. Oui, puis la directive, par exemple, elle touche tout ce qui va toucher ce que la SCHL prend, donc c'est-à-dire même les résidences, les chambres, l'hébergement. Donc, oups, je pense qu'on vient de reperdre encore. On le perd puis on le retrouve. Là, tant qu'on le retrouve. Donc, donc, les résidences de personnes âgées, les RPA, tous les modèles d'hébergement là, sont affectés par ça. Le semi-commercial qui serait toléré par la SCHL, qui est accepté, qui rentre dans leurs normes, va être touché par cette directive-là aussi. Parfait. Merci. On va retrouver, voilà, Jean-Philippe qui part et qui revient. Mais c'est correct. C'est bon. Hey, pendant qu'on t'a, je vais poser une question que je vais me permettre. Puis, messieurs, si vous êtes capables de répondre en toute honnêteté là, pour les gens qui nous écoutent, on vient de diminuer, on vient de retirer un certain scénario possible de financement pour des immeubles. On vient de retirer une certaine performance à des immeubles. Évidemment, il va y avoir certaines personnes qui vont se retrouver à vendre leur immeuble parce que quelqu'un, par exemple, où est-ce qu'il avait financé ses rénovations autres qu'un deuxième rang, a besoin de la SCHL, finalement, finance conventionnelle, donc retrouve un peu moins d'équité, devra vendre ses bâtiments. On risque d'avoir un peu plus d'offres. Votre vision sur le marché, là, messieurs, en toute honnêteté, stabilité, petite baisse, comment ça va se passer? Jean-Philippe, pendant qu'on tourne, on va commencer avec toi. On est comme privilégié de t'avoir dans le live, donc on va y aller, on va commencer avec toi, Jean-Philippe. Oui, ben en fait, ma vision des choses, n'oubliez pas que l'achat, que ce soit conventionnel ou SCHL, ne sera pas modifié. Il n'y aura pas d'impact pour les achats. Donc, même s'il y a plus d'immeubles à vendre, il y a autant d'investisseurs sur le marché présent. Je ne suis pas inquiet. Là, à la gang qu'on est, à la gang de cerveau qu'on est, il va y avoir des façons de faire les choses, de bien faire les choses de façon légale. Donc, ce n'est pas un mur de Berlin qu'ils ont construit, puis on peut empêcher plein de subterfuges. Là. On va trouver des solutions. Je suis convaincu que le marché va rester bon. Il est bon. Les taux d'intérêt sont bas. Donc, peu importe ce qui va arriver, là, il y a des personnes qui vont trouver des solutions. Puis, comme je me répète, mais l'achat SCHL reste une bonne solution. L'achat avec rénovation reste une bonne solution. Donc, dans tous les cas, le marché, ceux qui attendent pour voir
les immeubles perdent 10, 20, 30% de leur valeur, je ne pense pas qu'il faut attendre. En fait, je pense qu'il faut passer à l'action parce que ça n'arrivera pas. Jean-Philippe, si je peux me permettre de bonifier là-dessus ou de challenger plutôt, mettons, moi, dans la situation actuelle où je vais acheter un bâtiment, je vais y penser 2 fois avant de financer SCHL, payer une prime SCHL dans lequel je vais refinancer un bâtiment dans 5 ans, dans lequel je ne peux pas nécessairement retirer mon équité. Fait que c'est sûr qu'au point de vue financement, les gens vont sûrement y penser. Est-ce que je suis dans le tort ou qu'est-ce que tu en penses? Jean-Philippe? On l'a eu pour une question, Christian. Christian, vas-y. Jean-Philippe, s'il ne peut pas répondre, il fait semblant que son micro est coupé. C'est ça la technique. Déjà, j'entends. Je vais faire la même chose aussi. OK. Non, Jean-Philippe, il est super écœurant. Il est super bon. En fait, moi, je répondrais, tu sais, tu as commencé ta question par rapport à est-ce qu'on va se ramasser avec un surplus de vendeurs, un surplus d'offres. Je pense que si la directive est appliquée à la lettre et qu'ils prennent la ligne dure pendant assez longtemps, effectivement, je pense, parce que tu nous as demandé une réponse honnête et personnelle, alors je ne parle pas non plus au nom de personnes autres, au nom de la SCHL et au nom de PMML, je parle à mon nom. Je pense que tu as raison, ça pourrait devenir une éventualité. Ça, c'est si la SCHL garde la ligne dure. Mais moi, à date, là, j'ai vu les décisions de la SCHL dans les dernières années être prises. Puis oui, des fois, ils sont drastiques. Des fois, ils font des changements spéciaux. De la même façon qu'il y a quelques années, à un moment donné, quand au résidentiel, ils ont mis les taux de qualification très durs, là, quasiment à 5 là, ils l'ont fait pendant un certain bout de temps, puis après, c'est devenu beaucoup plus tolérant. Moi, je pense que les SCHL sont pas niaiseux, sont intelligents. Ils ont mis une directive en place. Ils vont voir les effets, ils vont voir les réponses qu'il y a dans les prochaines semaines et ils vont s'adapter. Mais s'ils ne s'adaptent pas, tu as raison, je pense que oui, il va y avoir des vendeurs qui vont dire « j'ai plus le choix, je dois vendre » et puis ça va créer un marché qui va pas nécessairement favoriser les vendeurs, là. Puis est-ce que les financements initiaux, Christian, comme je disais à Jean-Philippe là, avant qu'il fasse semblant de ne pas répondre à ma question, on va y penser 2 fois. Moi, j'achète, là, je vais y penser 2 fois avant de payer une prime de 5 ou tout proche de 5 dans 5 ans, quand je vais peut-être vouloir quitter la SCHL, faire un refinancement conventionnel, parce que c'est important de mentionner que pour l'instant, ces changements-là sont permanents. Donc, ce qui est indiqué dans la lettre, c'est permanent, donc c'est pas temporaire. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des questionnements au niveau de est-ce qu'on y va à SCHL parce que je vais payer une prime, je risque de ne pas être capable de sortir mon équité. Donc, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Moi, je pense que tu as pleinement raison. Puis, de toute façon, entre les lignes, c'est ce que moi, je lis, c'est que la SCHL, c'est un petit peu ce qu'ils veulent aussi. C'est-à-dire, tous ceux qui peuvent s'en aller au conventionnel puis qui n'ont pas besoin de l'assurance SCHL, qui s'en aillent au conventionnel, qui aillent prendre leur financement puis qui aillent traiter ça à leur façon. Fait que je pense ça rentre quasiment dans les objectifs de la SCHL que tous les dossiers. D'ailleurs, aujourd'hui même, là, au moment où on se parle, on nous offre de prendre tous nos dossiers refinancement qui ont été retenus depuis à peu près presque un mois maintenant. Des dossiers avec des refinancements importants ont tous été retenus. Puis là, on commence à recevoir tous ces dossiers-là, un après l'autre, et on nous demande de justifier les fonds. Et une des offres qu'on nous demande, c'est voulez-vous retirer votre dossier pour vous en aller au conventionnel ou vous retirez votre dossier et vous faire rembourser la pleine prime. Donc, ils ne feront pas de retenue, ils remboursent la pleine prime. Alors, c'est quoi leur objectif? C'est justement de prendre des gens qui n'ont pas besoin nécessairement de l'assurance SCHL, puis qui aillent présenter leur dossier avec une équité moindre, un retrait d'équité moindre, mais au conventionnel. Oui, vas-y, Yvan. Même une question. Qu'est-ce qui arrive avec les dossiers là, qui sont en cours? Là, tu t'as dit que les gens peuvent récupérer leurs primes, s'en aller ailleurs, mais ceux qui voudraient continuer le CHL, là, on les continue après le 28 ou après le 28 mai, tu sais? Ouais. Si on le 27 mai, mettons, là. OK. On va s'entendre sur quelque chose. Tous les dossiers qui étaient déjà soumis, qui avaient déjà l'attribution d'un souscripteur, eux autres roulent à la normale. À la normale pandémie, là. Donc, eux autres roulent avec un refinancement normal, avec un retrait d'équité, comme on l'avait connu. Parce qu'eux autres, ce sont des dossiers qui étaient déjà commencés. Et depuis le 28, plus tous les dossiers qui n'étaient pas commencés, eux autres rentrent avec la directive et c'est eux là, qui vont
qui vont écoper de ça, là, de ce changement-là. Alors, oui, on les continue. Je dirais la majorité des dossiers, moi j'ai parlé à mes clients, puis je dirais que la majorité de mes clients, ils veulent qu'on continue le dossier, qu'on va travailler, qu'on va se battre pour. La seule affaire, c'est que maintenant, il faut juste répondre à leur question qui est à quoi va servir ces fonds-là, puis ça doit rentrer dans les utilisations permises. Fait qu'aussitôt qu'on a de la rénovation ou des projets d'amélioration de coûts énergétiques, comme ceux qui font les changements au niveau de l'électricité, de l'énergie, des bouilloires, puis du chauffage au mazout, les améliorations pour rendre un logement plus accessible, les nouveaux achats avec promesse d'achat, ben tout ça rentre là-dedans, puis il n'y a pas de problème, on peut continuer, il faut juste les justifier, puis il faut avoir ces documents-là dès maintenant. Si on n'est pas sûr, ben on fait juste retirer le dossier temporairement, puis on va attendre qu'on ait de la justification, puis on représente le dossier. C'est juste que s'il y a une acquisition, ça arrive tellement souvent pour nous autres qu'on refinance dans le but de faire une autre acquisition, ben ça va suivre son cours. Excellent. On a retrouvé Jean-Philippe, là, j'avoue, qui a utilisé l'ordinateur de Mathias. J'ai changé de bureau, ça fonctionne mieux comme ça. Ah, c'est bon, c'est bon. Vas-y, Yvan. J'ai une question personnelle. Je ne sais pas si on a parlé dans le live ou on a parlé avant le live, mais qu'est-ce qui arrive? Puis je ne sais pas si vous avez la réponse. Vous informerez que la SCHL, j'achète via une compagnie de rénovation. Et je rénove l'immeuble et après, je le vends à ma compagnie qui va détenir l'immeuble à long terme. Est-ce que CHL va permettre ça? Avez-vous des spécifications là-dessus ou vous êtes encore dans le néant à savoir qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? On est un peu dans le néant par rapport à ça. Tu me corrigeras, Christian, si je me trompe, mais en fait, on est un peu dans le néant. Il ne faut pas oublier aussi les impacts fiscaux qu'il pourrait avoir là, si tu vends à ta compagnie. Est-ce qu'il y a une taxe de bienvenue? Est-ce qu'il y a un gain en capital? Donc, tout ça va rentrer en ligne de compte. Mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations si la SCHL va accepter ce type de transaction-là. Donc, à suivre dans les stratégies créatives, légales qu'on va pouvoir utiliser. Oui, puis j'aime ça, Yvan, ce que tu dis, parce que c'est justement tantôt, Jean-Philippe, mon collègue, il disait qu'on se rencontrait à tous les matins et à tous les soirs à 5h10 via Zoom, tous les courtiers immobiliers le matin, puis tous les courtiers immobiliers hypothécaires le soir. On pense à toutes ces affaires-là. On cherche des solutions pour tous les types de dossiers qu'on a. Puis j'aime beaucoup que tu as dit dans la légalité, parce que c'est bien important pour nous autres de devenir très, très créatifs, mais rester dans la légalité. On n'a pas peur de jouer sur la ligne grise, là, dans la mesure où on reste conforme puis propre. Mais je pense qu'il y a des solutions pour tout. Puis moi, j'ai parlé à quelques-uns de mes top clients là, qui achètent fréquemment puis tout ça. Puis je te dirais qu'eux autres, ils voient beaucoup plus d'opportunités que de gros problèmes à long terme. Fait que c'est une question de perception aussi puis de notre perspective. Il va y avoir des opportunités, c'est sûr. Ça va brasser le marché. Puis dans la légalité, messieurs, est-ce que les prête-noms sont dans la ligne de mire? Est-ce qu'on on est dans la ligne grise? Là, dites-moi si vous êtes à l'aise de répondre ou non, mais est-ce que les prête-noms pourraient définitivement faire partie de la solution? Est-ce que ça a été approché? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été dit là-dessus? Christian ou Jean-Philippe? De mon côté, je n'ai aucune réponse là-dessus. Ça fait toute partie du plan. Nous, vendredi, on va soumettre un plan avec nos recommandations sur ce qu'on voit avec les dossiers qu'on a, les cas qu'on a. Fait que, c'est clair qu'on veut se battre pour nos clients, on veut se battre pour maintenir ce système-là intéressant en place. Mais pour ton histoire de prête-nom, là, au moment où on se parle, je pense que c'est encore pas mal dans la zone grise. Là. Parce que c'est vraiment plus simple à régler et à gérer, dont on n'a même pas les réponses encore. Comme un achat. Merci pour ta réponse, Christian. Je l'essayais, je lançais une ligne à l'eau. J'essayais de voir ce qui sortait là. Mais c'est juste de voir comment on va gérer ça parce que si je vais du côté investisseur immobilier maintenant, là, pour prendre 2 secondes. Maintenant, quand j'achète un bâtiment, il me reste, dans le fond, 3 scénarios possibles dans ma boîte à outils. Fait qu'on achète conventionnel et on refinance conventionnel, du moins de ce que les banques
pour l'instant, le conventionnel ne bouge pas. Deuxième scénario, on emmène un investisseur avec nous, mais l'investisseur, maintenant, c'est rendu presque un mariage, dans le sens où on va y aller ensemble, on refinance SCHL, puis on fait d'autres produits ensemble. Donc, on fait plusieurs produits, donc il ne retrouve pas nécessairement sa mise de fonds, qui est un modèle généralement populaire avec l'optimisation, au scénario 3, dans lequel on achète le bâtiment, on l'optimise et on le revend, qui serait un différent scénario, là. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir, en fait, le scénario numéro 2 où j'ai un mariage avec quelqu'un. Je ne sais pas si les gens à SCHL, ils ont des bâtiments, mais de rentrer dans une promesse d'achat avec une autre condition de financement SCHL, avec une qui prend 1 mois et demi, l'autre qui prend 2 mois, d'essayer de balancer ça dans la promesse d'achat. On va devenir des jongleurs sur un unicycle dans un cirque en même temps de tout ça. Fait que, en tout cas, personnellement, c'était juste c'était mon grain de sel à moi là, que je voulais rajouter. Vas-y, Christian, tu veux enchaîner? Ben, je trouve ton résumé très, très pertinent. C'est vraiment de la façon qu'on le voit aussi. On essaie de voir d'autres options de notre côté, là, qu'on va travailler avec la SCHL sûrement en travaillant nos cas par cas. Mon Dieu, là, j'ai perdu mon idée parce que qu'est-ce que je voulais te dire, et dire à tout le monde. Ben, si ça me revient, ça va me revenir, mais en tout cas, tu as fait un très bon résumé du potentiel qui arrive. Puis, écoute, quand ça va me revenir, excusez-moi. T'es perdu dans tes fleurs. Tu me lances trop d'affaires qui rentrent dans la tête. Ouais, ben, on est pareil. Moi, en tout cas, on réfléchit à tout ça depuis évidemment vendredi. Yvan, tu avais une question du public? Oui. Ben avant toute chose, avant la question, c'est intéressant, on est quand même 350 dans le live présentement. Belle audience. Merci d'être là avec nous sur l'heure du midi. On a Nancy Lavigne qui posait une question, qui amenait une réflexion. Et ça disait, c'est-tu moi ou ça devient de moins en moins intéressant de devenir propriétaire? Tant qu'à moi, personnellement, ça ne change rien, dans le sens que c'est pas parce que la SHL met des bâtons dans les roues dans le refinancement que tu t'empêches d'acheter un immeuble, puis de le garder, puis de prendre la valeur, puis qu'il se paye, puis tu t'enrichis dans le temps. C'est juste que peut-être tu peux être ralenti dans ta progression parce que tu pensais aller sortir l'argent de l'équité de la SCHL pour aller en acheter un autre et tout ça. Mais si tu fais ça, tu refinances pour aller acheter d'autres immeubles, la SCHL va le permettre aussi. Donc, je ne vois pas de limitation dans le sens que pas tu t'empêches de devenir propriétaire à cause de ça. Si je peux... Oui, vas-y, Yvan, tu voulais finir? Vas-y. Je voulais conclure sur le fait que empêchez-vous pas de devenir propriétaire à cause des restrictions. Il y en a toujours eu des embûches et des modifications aux lois et au financement. Ça a tout le temps été comme ça. On s'ajuste puis on tire le profit de tout ça, de la situation, du mieux qu'on peut. Le vent a changé, c'est à nous d'ajuster nos voiles. Puis dans toute crise, il y a des opportunités. Et je vous le dis, il va y avoir des opportunités sur le marché. De mon expérience, des gens qui ont rénové, qui pensent faire des take-out avec SCHL, là, ils se retrouvent à faire un take-out conventionnel. Ils retrouvent moins d'argent. Des fois, ces gens-là sont financés au privé avec un collatéral ailleurs. Des gens qui ne sont pas liquides, il va y avoir des opportunités sur le marché. Donc, oui, on vient de perdre un outil de financement, mais d'un autre côté, on va avoir un monde de possibilités là, qui va pouvoir se créer avec tout ça. Yvan? Hey, ça m'amène à un point que je viens de réfléchir, qui est venu à l'esprit. Peut-être que la tokenisation va prendre de plus en plus de place. On en a parlé avec M. Lépine, puis on prépare une formation là-dessus. Peut-être que les gens retrouvent leur liquidité. C'est super timing pour la tokenisation des immeubles. Effectivement. Donc, voilà. Donc, chaque changement a une opportunité. Donc, tokenisation, moi, je suis sûr qu'il va y avoir des vendeurs qui vont apparaître sur le marché, qui vont être plus motivés. Surveiller le registre foncier, regarder des hypothèques, là, des gens qui sont très hypothéqués avec des prêts privés, des gens qui pensaient faire des take-out. Regardez bien aussi les prêteurs privés. Là. Probablement, on a eu des discussions j'ai eu des discussions du moins avec 2 prêteurs privés depuis vendredi. Ils sont sur les gardes là, parce qu'il y avait des scénarios. Eux, ils prêtent de l'argent sur un scénario d'un take-out SCHL dans lequel ils n'arrivent pas. On fait un take-out conventionnel. Il n'y a pas tout l'argent qui est sorti. Donc là, il va y avoir une vente rapide pour essayer de rembourser tout ça. Du moins, on monopolise Yvan et moi, là, mais messieurs, avez-vous quelque chose à rajouter là-dessus au niveau de l'opportunité? Jean-Philippe, avais-tu quelque chose à rajouter? Christian, il m'a lancé des fleurs, mais il a oublié sa question. Avais-tu quelque chose à rajouter? Bien, je pense qu'Yvan a un bon point tantôt. Refinancer pour acheter autre chose, c'est encore possible. Il ne faut pas oublier ça. On peut très bien optimiser l'immeuble, on refinance, puis le but du refinancement, du retrait d'équité, c'est acheter autre chose. Donc, croître un parc, c'est encore possible.
Pour l'instant, s'il y a un prêteur privé, on peut rembourser le prêteur privé aussi. Donc, il y a quand même une marge de manœuvre qu'on peut imaginer. On n'a vraiment pas toutes les cartes en main, mais je ne vois pas ça tout noir, là. Je pense qu'il y a encore des belles opportunités. Le monde de l'immobilier a encore un bel avenir devant nous. Il va y avoir peut-être des opportunités, mais on va trouver des solutions. La SCHL a clairement dit dans son communiqué que pour l'instant, c'est permanent, mais ils vont consulter les gens sur le terrain. Donc, on se fait consulter, on se fait appeler chez PMML régulièrement. Il y a une lettre qui va partir vendredi, comme Christian a dit tout à l'heure, avec des recommandations. Donc, je pense que les règles vont peut-être s'assouplir au cours des prochaines semaines. Donc, avant de tout voir noir, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, mettre nos cerveaux ensemble puis trouver des solutions avec ça. Merci, Jean-Philippe. Effectivement, belle réflexion. À la gang, on va vaincre la SCHL. Non, ben on verra, c'est ça. C'est un outil qui ben c'est ça. Il n'y a pas de. Tu sais, on peut quand même continuer, effectivement, Jean-Philippe, tu le disais. Mais c'est ça, juste de revoir, là, quand je donnais les 3 points tantôt, là, je pense que de revoir un peu les projets, là, de réqualifier les projets selon les 3 points, je pense que ça peut être intéressant. Christian, quelque chose à ajouter là-dessus ou as-tu retrouvé ta question de tout à l'heure? Ton point? Je n'ai pas retrouvé nécessairement le point, mais l'idée derrière ça, Jean-Philippe est en train de le mentionner, c'est que la SCHL, ils vont peut-être être un peu durs dans les prochaines semaines parce qu'ils lancent une directive. Puis quand tu lances une directive, ben normalement, tu essaies de la marteler, fait que tu y vas à la masse. Mais je l'ai dit tantôt, c'est pas des imbéciles. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment anti-SCHL. Moi, je pense qu'à date, si on a un bon système financier et un bon système immobilier, ils sont pour quelque chose aussi. Et tout va s'adapter, là. Ça va devenir un peu plus du cas par cas. Puis à un moment donné, ben, ça va devenir intelligent là, comme système. Moi, j'ai confiance que le système est bon. Puis, je sais pas si c'était qui a demandé la question tantôt. Je pense que c'est Nancy, mais reste dans le marché, continue à étudier, puis prends tes formations. Puis, le marché a tout le temps bougé. Le marché de l'immobilier, les règles de l'immobilier, ça a tout le temps bougé. Puis, croyez-moi, c'est le début d'un nouveau mouvement, même pour la SCHL. Là. Ils ont un plan, là, ils en parlent dans la directive, ils ont un plan qui est détaillé là, jusqu'en 2030. Ils vont rajuster des choses au fur et à mesure qu'on avance. Là. Fait que c'est juste le début d'une modernisation, d'un changement. Nous autres, à PMML, en tout cas, personne n'a pris panique. On a juste vu l'impact que ça allait donner, puis on s'est dit, bon, ben mettons-nous au travail, puis regardons comment on est capable de trouver des solutions pour nos clients. Effectivement. Vas-y, Yvan. J'avais une question qu'on a discutée avec Jean-Philippe avant de rentrer en live. Là. Et vous n'avez sûrement pas la question, mais profitez-en pour poser la question à SCHL. Est-ce que le retrait d'équité qu'on a accumulé depuis l'acquisition avec le montant initial, est-ce qu'on pourrait le récupérer ou c'est la nouvelle équité créée qui va être refusée? Exemple, j'ai acheté un immeuble à 2 millions, 10 ans plus tard, il est rendu à, je sais pas, 1,2 million de sol. Est-ce que je peux remonter à ce que j'étais initialement ou complètement interdit? De ce que je comprends, Yvan, c'est vraiment le retrait d'équité. Donc, peu importe quand tu l'as acheté ou qu'est-ce que tu as fait avec, le retrait d'équité, tu dois justifier qu'est-ce que tu vas faire avec ton retrait d'équité. Donc, dans ton exemple à toi, si tu remontes à 2 millions, le 800 000, est-ce que tu achètes autre chose? Est-ce que tu fais des rénovations sur cet immeuble-là? Sur d'autres immeubles, c'est aussi permis. Tu dois juste justifier le retrait d'équité. Puis, c'est à partir du 28 mai. Donc, même si tu as eu l'équité qui s'est accumulée avant ça, tu dois quand même, à partir de maintenant, le justifier. Merci. Hey, les gars, je vous lance une question comme ça. Je sais que vous êtes le roi des statistiques. Les prêts au Québec, ça ressemble à quoi, les prêts SCHL versus les prêts conventionnels? Avez-vous une idée? Avez-vous un ordre d'idée, un pourcentage? Je ne vous ai pas préparé la question, je m'excuse, là, mais avez-vous une ordre d'idée? Ben, étant donné que tu veux nous réinviter la semaine prochaine, je vais prendre la question en note puis je vais te revenir avec une réponse. Good, c'est bon, merci Christian, parce que ça pourrait être intéressant de savoir c'est quoi nécessairement l'impact qui est joué. Moi, je suis prêt à mouiller, donc Christian prend ça en note, moi je suis prêt à mouiller. Juste ma business à moi, OK, je n'ai pas fait d'études de marché, là. Ma business à moi, pour donner une petite idée, c'est environ 80% SCHL. Donc, c'est majoritairement SCHL, mais ce n'est pas surprenant parce que la voie qu'on voyait souvent, c'est achète conventionnel, optimise et refinance SCHL. Je faisais beaucoup de refinancement SCHL. En plus, avec la crise, ça l'a juste doublé, voire triplé. Donc, la trail était faite
le mot se passait que ça fonctionnait bien. Donc, c'est normal qu'on voyait plus de refinancement SCHL pour l'instant. Maintenant, sur le marché québécois en général, je n'ai pas les statistiques, je te parle de moi, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait plus de prêts SCHL que conventionnels. Bon, juste prendre une question. Marie-Josée qui avait une bonne question. On a une promesse d'achat actuellement. On pense peut-être retirer de l'équité de SCHL. Ça ressemble à quoi les délais qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on fait avec une promesse d'achat en cours qui est en cours de financement dans lequel on pensait avoir un retrait d'équité et on met quoi comme délai? Je sais que vous n'êtes évidemment pas courtier immobilier, mais courtier hypothécaire, mais que feriez-vous? Avez-vous conseillé des gens là-dedans depuis vendredi? Ben là, est-ce que c'est la promesse d'achat j'ai de la misère à suivre, là. Elle a un refinancement qu'elle est en train de faire pour acheter un autre immeuble? J'ai jazzé la question, Christian, en fait. J'ai jazzé la question parce qu'on est dans une promesse d'achat, j'ai une condition de financement actuellement. Qu'est-ce que je demande comme extension de délai? Avez-vous eu un cas où est-ce qu'on a des promesses d'achat en cours dans lesquelles on a une promesse d'achat, on pensait avoir un retrait d'équité, on ne l'a pas, mais on va aller chercher avec la norme de la SCHL le retrait d'équité. Comment qu'on jongle avec cette promesse d'achat-là? Premièrement, parce que c'est le refinancement qui est délicat. S'il y a une promesse d'achat, la promesse d'achat, théoriquement, elle devrait avoir sa mise de fonds. Si la mise de fonds, elle dépend d'un refinancement, ben là, faut avoir une réflexion pour savoir en combien de temps on sent que le refinancement va déclencher. J'en ai eu un dossier identique à ça, sauf qu'il est rentré, heureusement, juste au bon moment, là. Donc, il a été refinancé comme il faut, mais on avait mis j'ai fait passer le refinancement en premier, puis j'ai soumis 2 semaines plus tard la promesse d'achat qui, elle, c'était deux financements SCHL. À l'heure actuelle, avec la nouvelle directive, probablement, moi, je travaille tout le temps, j'essaie de faire travailler les gens avec du 45 jours de délai. C'est pas mal plus facile. Puis en ce moment, je pense que les vendeurs aussi vont comprendre la situation. Puis eux autres, si jamais ils veulent, ils sont bien rigides dans leur délai, je pense qu'ils vont payer pour, là. Fait qu'ils sont mieux d'accepter des extensions de délai. Fait qu'en ce moment, je mettrais des extensions de délai qui sont de 21 à 30 jours là, en termes d'extension parce que tout ça est en train de se mettre en place. Même la SCHL aussi, je sens qu'ils vont faire beaucoup de va-et-vient là, pour comprendre le dossier puis aller le mettre dans leurs nouvelles normes. Fait que je jouerais avec des délais plus longs que plus courts, là, si le client est capable de le faire. Jean-Philippe? Juste pour continuer dans la même veine que Christian, effectivement, les délais étaient relativement courts. Hein. Depuis janvier, on le sait que la SCHL avait raccourci les délais. Par contre, dernièrement, ils ont eu des directives à l'interne, probablement qui voyaient ça venir, la nouvelle politique depuis le 28 mai. Ils ont retenu. Donc, les dossiers d'achat, ils les traitaient. Les dossiers de refinancement, ils les retenaient à l'interne. Et là, tout d'un coup, on reçoit des courriels pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces dossiers de refinancement. Est-ce que l'équité va servir à l'achat, à des travaux? Donc, je pense que les délais vont revenir à peu près normal. C'est quoi un délai normal? Bien, Christian l'a dit, en bas de 45 jours, le temps qu'il soit soumis, pris en charge par un souscripteur, traité et approuvé, ça reste assez rapide. Donc, en bas de ça peut être assez périlleux, mais là, il faut qu'ils mettent en place leurs politiques qui sont pas tout à fait au point présentement. On va se dire les vraies choses. Même les souscripteurs nagent à travers les mêmes questions que nous. Hein. On pose des questions, puis on a les mêmes interrogations que nous pour leur côté. Donc, pour répondre franchement à la question, je pense qu'un 45 jours, c'est le minimum. Jean-Philippe, petit ajout là-dessus, est-ce qu'on va voir l'apparition de clauses dans la promesse d'achat comme, par exemple, dans une maison où est-ce qu'on achète une maison conditionnelle à la vente de l'autre? Est-ce qu'on va voir des promesses d'achat arriver avec le financement conditionnel à l'obtention d'un financement d'un autre bâtiment? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir? C'est une excellente question, Jean-Philippe. On sait que on demande la preuve de mise de fonds. En règle générale, là, sur le marché, quand on prend une promesse d'achat, les collègues courtiers immobiliers vont demander une preuve de mise de fonds pour être sûr que le client est sérieux, pour être sûr que les fonds à disposition, pour ne pas faire perdre de temps à personne. Mais là, ça change la game parce qu'avant ça, on refinançait, on se mettait liquide, on avait l'argent dans le compte de banque, on montrait notre solde dans le compte de banque et là, on faisait la promesse d'achat. Là, ce stratagème-là est plus ou moins efficace présentement. Donc, ce que j'ai fait dernièrement, c'est de soumettre en même temps le refinancement et l'achat. Donc, on fait 2 dossiers en même temps. C'est le même souscripteur qui va prendre les 2 dossiers. Il va les traiter en parallèle. Mais effectivement, il faut qu'un vienne avec l'autre. Christian l'a dit tout à l'heure. Si le refinancement dans son dossier précédent avait été refusé,
ben, malheureusement, l'achat n'aurait pas fonctionné. Donc, on doit quand même travailler main dans la main, tout le monde ensemble pour que le refinancement fonctionne avec l'achat. Intéressant, merci. Yvan, à toi. Les amis, on se dirige vers la finale, vers le dessert de ce lunch immobilier qu'on a passé ensemble. Mais peut-être un petit conseil ou mot de la fin de votre part, Christian ou Jean-Philippe, celui qui veut poursuivre. Ben, je peux peut-être continuer pour laisser la parole finale à Christian. Le message que je veux passer aux gens qui nous regardent, c'est de ne pas voir ça trop gros. C'est pas une bombe qu'ils ont lancée, c'est pas la fin de l'immobilier, c'est pas la fin des investisseurs immobiliers. Ça reste quelque chose de bien, quelque chose de prospère. On peut avancer là-dedans. Chacun a des objectifs différents. Il y en a que c'est acheter un immeuble pour leur retraite, d'autres, c'est avoir 100 portes d'ici un an. Tout ça va être encore possible. On navigue là-dedans. On est très bien placé. On est au centre de l'action. On est les experts transactionnels. Donc, on est à l'affût de tout ce qui se passe. Puis, on va vraiment donner l'information, partager l'information. D'heure en heure, là, on va raccrocher bientôt. Je pense que d'ici 2-3 heures, on va avoir d'autres informations nouvelles qui vont faire que le live, finalement, n'est peut-être plus à jour. On est en période de COVID. Le COVID a le dos large. Il y a plein de choses qui se passent dans la société. Les finances en sont une, chose qui varie beaucoup d'heure en heure et de jour en jour. Donc, je pense que le message que je veux passer, c'est de juste prendre le temps. On soumet un dossier quand même, business as usual, même si on sait que ça se peut que ça soit différent comme réponse finale. Mais entre la soumission aujourd'hui et la réponse dans 3, 4, 5 semaines, il va y avoir beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts. Donc, peut-être que le dossier qui, en théorie, ne passe pas aujourd'hui, va peut-être passer dans 3-4 semaines. Excellent. Merci, Jean-Philippe. Je ne te contredis pas, mais félicitations pour ton optimisme. C'est le fun de voir les choses positivement. Et effectivement, il y a toujours un moyen de tirer son épingle du jeu dans les situations. On était content que tu sois là avec nous, malgré les petits pépins. Et je pense, je sais pourquoi, mais tu es le seul qui n'a pas de petit logo CIQ dans son écran. C'est pour ça. Ça ne fonctionnait pas. Nous, ça fonctionnait très bien. Christian, un petit mot de la fin, un petit conseil, une opinion? En fait, j'ai bien aimé la réponse de mon collègue. Là. Je ne sais pas beaucoup ce que je peux rajouter là-dessus. Moi, je vais encourager les gens à continuer. On a un super de bon système immobilier. La SCHL va s'adapter. Nous autres, on est prêts à pousser pour travailler chacun des dossiers. Là. Je pense que le mot d'ordre maintenant, c'est vraiment la préparation. Ça l'a tout le temps été, mais ça l'est encore plus. La préparation, bien justifier ce qu'il faut, mais on verra pas, j'entrevois pas comme un gros ralentissement, tout ça. Ça va juste changer un peu la donne. Peut-être quelques joueurs, mais restez informés. Avec toutes les ressources que vous avez, puis les formations. Et puis nous autres, on va continuer aussi à faire des capsules, justement, pour presque quotidiennes, pour mettre les gens au diapason, là, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on apprend des choses. Mais le marché est toujours là, il est alive, et puis les possibilités sont pour tout le monde. Merci, Christian. Merci. Jean-Philippe, un petit mot avant qu'on se quitte. Yes, bien messieurs, on vous book, c'est sûr. On va faire un suivi là-dessus, c'est certain, parce qu'effectivement, ça bouge d'heure en heure, comme dans le temps du COVID, où est-ce que ça a commencé. C'est pas la fin du monde, effectivement. Ça va juste changer certaines règles. Encore une fois, moi, je suis persuadé qu'il va y avoir des belles aubaines sur le marché, des gens qui se sont pas mis assez liquides, qui dépendaient d'un financement SCHL, qui pourront pas l'obtenir. Donc, il y a des bonnes transactions à venir. Puis, au niveau des optimisations, quand vous achetez, là, rappelez-vous un peu les 3 solutions qu'on a. On y va conventionnel achat, conventionnel au refinancement. On a un partenaire, mais on le garde pour longtemps. Donc, on va refinancer SCHL puis on le garde. Ou tout simplement, on devient des flippers, mais des flippers de multi-logements dans lesquels on achète et on revend des projets finaux. Donc, c'est pas du tout la fin du monde. Effectivement, ça va brasser beaucoup de cartes. Puis quand l'eau brasse comme ça, généralement, il y a des bonnes opportunités pour les investisseurs immobiliers. Donc, allez-y, profitez-en. Merci, JP. Merci. Les amis, une année 2020 assez mouvementée depuis le début. Hein? On a rien rendu au mois de mai, juin. Là, puis en 5 mois, on a eu le COVID, on a la SCHL, peut-être des hausses de taux d'intérêt, on ne sait jamais, qui vont peut-être venir changer la donne aussi. Donc, ça bouge quand même pas mal. Et le club est toujours là pour vous informer, venir à jour et continuer à nous suivre sur Facebook, sur Instagram et tout ça. Donc, merci à vous 3 d'avoir été présents. On se revoit peut-être d'ici une semaine ou 2 pour parler des nouveautés qui vont avoir eu lieu depuis ce temps-là. Donc, merci à tous d'avoir été là.
Donc, bonne fin de semaine immobilière et n'oubliez pas ce soir un cours sur l'Agence du revenu pourrait débarquer. Préparez-vous. Donc, Maître Richard D'Amour, avocat fiscaliste, va venir nous entretenir là-dessus parce que c'est pas quand le fils débarque qu'il faut commencer à faire nos papiers. Il est trop tard. Il faut les faire au fur et à mesure. Et on ne sait jamais quand on va être le réélu du gouvernement, qu'on va sortir comme quoi que c'est nous qui avons gagné à la loterie pour la vérification fiscale. Donc, soyez vigilants là-dessus, soyez prudents. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, merci à tous. On se revoit pour un prochain lunch immobilier avec le club. À bientôt. Merci, messieurs. Salut.